Ne Segelenbe Kalabankura. Ne de Togo Adam. 12 mots de Bambara pour 12 ans de vie au Mali. Est-ce qu'on peut parler d'intégration? Je ne pense pas. Et pourtant, moi, je me sens malienne. J'ai découvert le Mali en 2004 lors d'un séjour touristique. À l'époque, on atterrissait à Sévaré. On partait visiter Djenné et sa fabuleuse mosquée. Et ensuite, on partait au pays d'Ogon, l'incontournable. On montait la falaise de Bandiagara. Et puis on allait aux 3 Yugas. Yuga Piri, Yuga Na, Yuga Dogoru. Et puis Sanga. Et ensuite Mopti, la Venise malienne. De merveilleux souvenirs et assez merveilleux pour me faire revenir 3 ans plus tard pour m'y installer. Je suis arrivée au Mali le 10 mai 2007 par un vol de la Royal Air Maroc, un aller simple. J'avais 2 valises. Bien peu, me diriez-vous. Mais en tant qu'immigré, c'était largement suffisant. Mais j'avais une valise invisible que personne n'a vue et qui contenait une volonté démesurée, une résilience incroyable, une confiance en moi époustouflante et certainement aussi un petit brin de folie. Je m'installe donc pour devenir consultante en ressources humaines, spécialisée en formation et en conseil. Non, je n'ai pas fui la France. En France, je menais une vie très agréable à Paris. J'avais un poste de direction dans un grand groupe international. Je suis venue pour changer de vie, pour poursuivre ma vie et pour trouver ce qui me manquait, donner un sens à ma vie et être plus proche de mes aspirations. Mais bien vite, je découvre ce que dit un proverbe bambara. On ne reconnaît jamais à l'étranger sa réputation, mais on sait voir à lui sa très bonne éducation. Venir au Mali, ça veut dire démarrer à 0 à 40 ans, avec 15 ans d'expérience. C'est un peu difficile. Mais très vite, je décroche un contrat dans une université de la place en tant qu'enseignante. Et aujourd'hui, même si je n'ai plus le temps d'enseigner, je reste fidèle à cette école parce qu'elle a su me faire confiance. Et j'anime quelques ateliers de formation et j'ai pu créer l'année dernière un incubateur pour ces étudiants. Je poursuis mes rencontres. Il est tellement facile de rencontrer du monde à Bamako. Bien entendu, il faut de la patience car on attend, on palabre beaucoup, mais au moins je découvre le Mali, ses codes, sa culture, bien loin de mon éducation. En 2010, je crée mon cabinet. Puis vient 2012, une année charnière. Beaucoup de mes compatriotes quittent le Mali. Je n'ai pas envie de partir. Je dois poursuivre mon projet de vie. Ce fut une longue période de questionnement, de solitude, où j'ai cherché à beaucoup apprendre sur le Mali d'hier et d'aujourd'hui. Bamako bouge quand même, des projets se développent, je décide de rester. C'est certainement la décision la plus irrationnelle de toute mon existence. En 2013, mes affaires commencent à se développer. Le conseil prend de l'ampleur. Je commence à intéresser les chefs d'entreprise. Formés en Occident, mais tropicalisés, comme dit un chef d'entreprise de la place. Et aujourd'hui, en 2019, mon cabinet est à l'ACI 2000. J'ai une équipe derrière moi. Je peux dire que c'est un succès, du moins à mon échelle. Vous allez me dire, c'est facile. Non, ce ne fut pas facile.
Bien entendu, il y a eu des grands moments de joie. Quand vous animez une formation et qu'à la fin de la formation, tout le monde se lève pour vous applaudir, quelle émotion. Quand vous voyez aujourd'hui certains de vos étudiants être consultants, être entrepreneurs, ça fait toujours plaisir. Mais il y a eu des humiliations, croyez-moi. Comment réagiriez-vous si un chef d'entreprise vous propose un contrat à 0 francs, mais vous offre avec un très large sourire un bureau et un ordinateur? Comment réagiriez-vous aussi quand, formatrice pour un centre de formation pendant quelque temps, où vous réussissez, soi-disant, haut la main toutes vos formations, ce centre vous propose un poste de direction, mais avec un salaire bien plus bas que le montant de vos prestations? Je rigole aujourd'hui. Ah, mais j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Quelque chose qui, au Mali, a toute son importance. J'ai les yeux bleus. Je les cache derrière mes lunettes, mais je suis sûre que vous les avez tous remarqués. Avoir les yeux bleus me met dans la case de la minorité visible. Je l'ai appris très vite, je l'ai accepté difficilement, maintenant je l'ai oublié. Je l'ai découvert au tout début de mon arrivée au Mali, quand une directrice d'une école nouvellement créée m'a proposé le poste de directrice générale adjointe, avec pour unique mission d'être à ses côtés le jour où elle annoncerait aux parents que les frais de scolarité allaient fortement augmenter. Elle pensait que mes yeux bleus feraient passer la pilule. Mais il y a encore quelques jours, alors que je discutais avec une Malienne de l'extérieur et que je lui disais que j'intervenais à Connect 223, quelle ne fut pas sa réaction de me dire « Mais à quel titre allez-vous intervenir ?» Si vous êtes dans la salle, j'espère que vous avez votre réponse. Parler de ma vie au Mali ne peut pas occulter ma vie de femme et ma vie de mère. Je suis devenue mère au Mali à 41 ans. Et je ris à chaque fois que mes sœurs maliennes me disent « Mais les aînés, tu les as laissés où ?» Je suis devenue mère tardivement. J'ai fait le choix de devenir mère tardivement. Et j'ai fait aussi le choix de n'avoir qu'une enfant, Adam. Adam est le fruit de 3 cultures. Bambara et Peul par son père et française occidentale par moi. Mais être mère ne doit pas occulter ma vie de femme. Et comment être une femme occidentale au Mali? J'ai été élevée par mes parents dans une éducation basée sur le respect, le travail, l'honnêteté, mais aussi où les femmes valent autant que les hommes et ont autant de droits que les hommes. Il n'y a jamais eu de différence entre mon frère et moi. Alors, c'est bien difficile au Mali, quand on a eu cette éducation, car oui, j'ai souvent dit non. Oui, j'ai souvent palabré pour faire valoir mon opinion, parce que je considérais que mon opinion était juste et droite. Oui, j'ai souvent été en contradiction contre des gens plus âgés que moi, et notamment des hommes. Je sais que ça ne se fait pas au Mali, mais je l'ai fait pour ne pas me perdre. Être une femme aujourd'hui autonome, active, indépendante est très important pour moi. Mais c'est aussi très important pour ma fille Adam. Car Adam, franco-malienne, va devenir une femme du XXIe siècle. Et elle doit absorber ces 2 cultures et elle doit faire sienne ces 2 cultures. C'est pour elle aussi que je me bats aujourd'hui. Mais à y regarder de très près, on se rend compte que le combat pour le droit des femmes est un combat qui se joue autant au nord qu'au sud. Lutter contre la violence faite aux femmes, contre les femmes tuées par leur mari ou leur ex-mari, se joue en France, mais se joue ici, aussi à Bamako. Savez-vous qu'en France, la loi contre les violences faites aux femmes date de 2010, il y a tout juste 9 ans.
Alors j'ai beaucoup d'espoir pour que cette loi passe un jour au Mali, et je sais qu'il y a énormément de plaidoyers dans ce sens en ce moment sur Bamako. Alors oui, I have a dream. J'ai un rêve, comme on dit un homme célèbre. Je rêve de ce jour où je défilerai à côté de mes sœurs et de mes femmes et de mes sœurs et de mes filles maliennes pour défendre le droit des femmes. Et ce jour-là, oui, personne, je dis bien personne, ne verra mes yeux.